Bonjour à tous. Alors j'espère déjà que vous allez très bien et aujourd'hui en fait je vais inaugurer une nouvelle série de vidéos qui vont se concentrer en fait sur vraiment l'intérieur d'un bouquin qui m'a plu, euh, vraiment dans les détails ou par des citations ou autres pour vous donner l'envie en fait de vous pencher sur ces œuvres qui à mon goût ne sont pas assez mises en avant et qui souvent touchent en fait tout ce qui va être parallèle à une série ou un film, tout ce qui permet de le décrypter, ce qu'on appelle en général les beaux livres. Pour l'heure, du coup, je vais me concentrer sur deux sagas mythiques qui ont un peu fait leur, on va dire, éclosion au même moment, qui toutes les deux en fait se portent sur du space opéra. Je pense que si je vous dis que ce sont deux empires conséquents, ce sera tout de suite plus éloquent à votre oreille. Donc on va bien sûr parler de Star Wars et de Star Trek. Les deux qui se confrontent, sont-elles comment dire, de licences similaires, très différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, justement, les trekistes ou les super fans de Star Wars sont un peu en bisbise et défendent leur saga corps et âme comme s'il s'agissait d'un véritable culte, ce que ça peut être pour certains, vu que ça dure depuis beaucoup de temps. Alors, il faut savoir que j'ai vu tous les films de Star Wars, j'ai également vu toutes les séries de Star Trek parce que voilà, je suis un peu une trekiste sur les bords également. Et oui, oui, même les toutes premières séries où c'est tourné en studio, où justement ça a très mal vieilli, je les ai regardées. Je vous invite également à les regarder. Et pour ceux qui auraient un peu peur de cet aspect cinématographique un peu vieillissant, grisonnant, euh, je vais juste vous répondre, comme a demandé en fait Bart Simpson justement au catéchisme au sujet de l'enfer, est-ce que l'on a un peu l'espoir ou la chance de s'y habituer comme à un bain trop chaud? La réponse est oui. Même doublement oui. Ce qui fait oui, oui. Parti comme c'est parti, je vais enchaîner sur un taxi jaune, Joe le taxi, Vanessa Paradis, et personne n'a envie d'en arriver là. Donc on va rester concentré et ne me détournez pas de mon chemin. Donc on va rester justement concentré sur ces deux licences qui se confrontent ou se complètent, c'est à vous de voir. Et justement, afin d'enrichir un peu ce débat que j'aimerais avoir avec vous, je vais notamment m'aider de ce livre. Donc, hop. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, en fait, il y a quelques mois, et il m'avait vraiment fait un grand effet. Donc en fait, c'est un livre de Olivier Cotte et de Jeanne A. Débat. Donc elle portait déjà bien son nom pour inaugurer cette vidéo. Et en fait, c'est Dark Vador versus Monsieur Spock. Alors rien que le titre déjà, en fait, m'avait beaucoup intrigué parce que je me suis demandé pourquoi on se servait en fait on va dire, donc des deux personnages en tout cas les plus charismatiques parce que certes ce sont des personnages emblématiques mais on aurait très bien pu mettre le Capitaine Kirk ou que sais-je. Donc pourquoi en fait voir déjà rien qu'à la couverture par le prisme en fait comment dire de ce qui est devenu très mainstream de ce qui parle et transcende même en fait au-delà des fans de la série, c'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement néophyte en la matière, qui n'y connaît absolument rien, il peut très bien connaître des répliques, c'est rentrer vraiment dans la vulgarisation et dans la culture populaire. Donc on a tout ce qui est avant-propos en fait si vous voulez, et après comment ça se passe? C'est détaillé en fait point par point, c'est des petits chapitres comme ceci qui s'en suivent. Donc au début, on va avoir justement pourquoi le choix de ces acteurs et à chaque fois lequel est le plus pertinent. Donc selon Star Wars ou Star Trek. À savoir que souvent en fait les deux auteurs sont fans des deux licences et qu'il n'y a vraiment pas, il y a très peu en fait de subjectivité si vous voulez dans l'affaire. Et donc les premiers points, donc c'est le choix des acteurs. Comment ont-ils vieilli? Que sont-ils devenus? Comment ça s'est passé pour eux, sachant que souvent ben, malheureusement, quand on est un acteur, qu'on a une série qui marche très bien, ou une saga en tout cas, qui marche très bien, à laquelle notre image est accolée, c'est difficile de s'en défaire et de trouver des nouveaux rôles, et c'est ce qui a été notamment le cas pour beaucoup des acteurs de ces séries. Il n'y a que dans Star Wars, voilà, Han Solo, dont j'ai encore du mal à me remettre de ce que vous allez voir dans l'épisode 7 si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, voilà, hormis lui qui a réussi voilà, avec Indiana Jones à se faufiler un peu entre les mailles du filet et à être un peu l'exception qui confirme la règle, c'est clair qu'on les a pas après beaucoup vus dans des petites séries ou ce genre de choses, ou à moins pour faire justement une petite apparition un peu rigolote et accrochante, mais toujours en incarnant le personnage qu'ils incarnaient de prime abord. Donc
bon, pour eux, la carrière a été un peu limitée à ce niveau-là. Ensuite, donc, on va avoir tout ce qui est effets spéciaux. Donc, déjà là, il y a une grosse différence parce que même, justement, comment dire, même au point de vue des effets spéciaux, il y a déjà une grosse différence. Et notamment parce que, même si, justement, en fait, les séries, on peut commencer au même moment, on va dire. Enfin, les films, enfin, vous me comprenez. Mais c'est vrai que Star Trek avait quelque chose de très voilà, studio, où on voyait que les décors étaient un peu frelatés, et Star Wars, ça faisait pas forcément cet effet-là dans la première trilogie. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup cet aspect, mais ce qui est très intéressant, c'est que les licences ont continué à évoluer, et que là, dernièrement, on a eu divers Star Trek, que là, on a eu Star Wars, on a eu le spin-off, etc. Et ça nous permet de voir justement comment ces licences s'adaptent en fait aux techniques actuelles, et comment justement on peut amplifier et agrandir l'univers à l'aide des cinématiques en fait d'aujourd'hui, et en même temps en attrapant un nouveau public. Est-ce que l'on peut devenir fan à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir une antériorité, un passé émotif en fait avec ces séries? C'est également une question que pose ce livre. C'est-à-dire, est-ce qu'un jeune maintenant qui découvre Star Wars, Star Trek ou autre peut justement s'identifier et vraiment tomber dans la potion magique qui fait qu'on est accro et qu'on va acheter toutes les petites figurines, etc. Et que, voilà, entre nous, on va se traiter de Vulcain en se faisant un petit signe de la main, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a également ça qui est abordé. Donc, on a tous les effets spéciaux. Ensuite, on va avoir l'intérêt justement des personnages féminins. Donc, entre la princesse Leia et, comment elle s'appelle, Ouara, Ouura, Ouura. Bref, défaut de prononciation, c'est un peu tôt, c'est pour ça. Bref, et donc justement, qu'est-ce qu'elles incarnent, comment elles ont été choisies, sachant que c'était pas forcément les actrices qui étaient privilégiées de prime abord. Donc on a toutes ces choses-là, comment justement l'entreprise, euh, comment dire, l'entreprise, pas seulement le vaisseau, hein, l'entreprise justement des licences se sont mises en place, comment ils ont construit cette hiérarchie, à partir de quelle base, justement, enfin, comme j'évoquais dans la critique de Rogue One, c'est vrai qu'il y a vraiment cette imprégnation en fait de l'esthétique du Troisième Reich, de la même, comment dire, de la même ouais, hiérarchie un peu patriarcale et complètement extrémiste hein, sur certaines choses. Donc on a tout cela. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc ça repasse un peu les personnages que l'on vient de voir arriver justement dans les deux licences. Après, il y a tout ce qui reprend en fait les box-office. Donc, quels ont été les films qui ont fait les meilleures entrées, comment ça s'est passé, sachant que voilà, à la base, c'est vrai que ce n'était pas non plus le même support. Star Trek, c'était beaucoup en série, après ça s'est développé en film bien plus tard, alors que Star Wars a commencé par l'inverse, a commencé par les films, puis est passé en série, notamment après avec des séries d'animation qui sont fort réussites, notamment Star Wars Clone Rebels, un truc comme ça, là, vraiment c'est assez intéressant, et justement ça peut attirer un jeune public par ce biais-là, qui après verra les films, etc. Donc ensuite on a l'évolution en fait des personnages, justement au niveau de l'esthétique qui au début était très années 60, 70, 80, avec des perruques, des brushings improbables, qui au final justement se sont sortis un peu de cela, même si vu qu'on est sur des planètes diverses et variées, que ce n'est pas forcément ancré dans la réalité, même si comme en science-fiction, c'est une critique un peu lointaine quand même de ce que l'on vit ou de ce qu'il pourrait advenir. Donc il y a tout cela en fait qui est condensé par petits chapitres dans ce livre en fait. Et il fait partie vraiment des livres les plus complets, les plus simples d'accès, je trouve, sur le sujet. Si vous êtes intéressé justement par un petit comparatif entre les deux séries, ça apprend certaines choses quand même. Bon, si vous êtes déjà documenté, ça va être un peu de redite, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Il y a également justement les interactions entre les personnages, comment ça se fait qu'il y a au final très peu de scènes amoureuses, etc. euh, dans les deux licences, de toute façon. Est-ce que c'est pour justement ne pas choquer le grand public, ou c'est pour dire comme quoi leur moyen de reproduction n'est plus le même, dans la mesure où on n'est pas sur la Terre avec des personnages lambda. Ensuite, on a le sabre laser versus le phaser. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace si vous vous retrouvez face à un ennemi, voilà, si vous êtes sur une planète perdue, quelle arme il faut mieux avoir dans votre sacoche? Donc, tout cela, on a les affiches de films, on a l'argent, et oui, un passage sur l'argent.
justement, qu'est-ce que ça, comment ça a influencé en fait les séries, la façon dont ils ont créé les robots, dont ils ont créé les personnages, Maître Yoda, comment ils ont fait, quel est le personnage qui est dessous, ce genre de choses. On a quoi d'autre? Après, donc, il y a un peu enfin, ce que l'on pourrait appeler en fait la philosophie de la science-fiction, et c'est là que ça devient également très très intéressant. Donc, on a des comparatifs en fait sur la technologie, la science et la philosophie. La philosophie qui peut être classée comme une science plus humaine, en fait, on va dire. Et donc, ça reprend tout cela vraiment dans un condensé. Comment dire? Ouais, vraiment dans un condensé. Et à chaque fois, en fait, vous avez à la fois donc je veux dire, leur avis en tant qu'auteur, mais il y a également en fait des petits passages qui vont être sur, sur le réalisateur, sur le choix des personnages, sur la directive en fait qui a été donnée lors des scènes d'action en fait. On a tout cela donc dans ce petit bouquin là, et une phrase vraiment que j'ai adorée, c'est une phrase qui a été reprise en fait de Alfred Hitchcock, qui est: pour faire un bon film, il faut un bon méchant. C'est-à-dire que plus le méchant sera charismatique, sera crédible, aura des enjeux personnels afin d'avoir telle ou telle mauvaise action, qu'il ne le fasse pas seulement par débilité profonde ou par aversion profonde pour le monde, mais qu'il ait vraiment des enjeux personnels, plus ça le rendra charismatique et plus au final on aura cet attachement. Et en fait, c'est cette réflexion vraiment qui pousse plus loin en fait que l'univers que l'on est en train de nous dépeindre en fait. Et c'est ça qui est très très intéressant en fait dans les deux licences, même si évidemment, à mon sens, on peut pas faire plus crédible et plus charismatique que Dark Vador. C'est vrai qu'en face, dans Star Trek, je trouve que justement on change assez régulièrement en fait, si vous voulez, d'agresseurs ou de méchants, ce qui fait que le manque de continuité un peu euh, dans la méchanceté des personnages enfin des personnages à affronter, c'est vrai que je trouve que ça fait un peu défaut parfois, même si du coup, à contrario, hein, les gentils sont très très charismatiques par contre. Voilà, Monsieur Spock, j'ai envie de vous dire, c'est reconnaissable même par quelqu'un qui ne connaît pas du tout la série, je pense, quand on va en convention, qu'on voit toutes les petites oreilles et tout en plastoc, ça fait rêver, non? Mais c'est vrai que Dark Vador, voilà, enfin, dès qu'on le voit apparaître, même là dans le dernier, dans le spin-off, quand il apparaît, tout de suite, c'est l'effervescence et on est tous en émoi. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous voulez un livre qui complète en fait vos connaissances, et je pense que ça peut vraiment vous apprendre certaines choses, même si vous êtes vraiment quelqu'un de très calé en la matière sur les deux séries et autres. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, on a également un comparatif sur le Faucon Millennium et l'Enterprise. Voilà, et à chaque fois, c'est très bien mené en fait, la construction, ça fait pas du tout exposé lourdingue, c'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est réfléchi, donc je vous conseille tout à fait ceci pour vous renseigner sur les deux licences, et je vous dis à plus tard pour un inside. Peace!